J'étais surpris du fait que tout ce qui est cognitif, du point de vue des individus, ne soit pas présent quand on parle de big data, parce qu'au fond, quelque part, vu les capacités limitées cognitives des acteurs qui peuvent percevoir plus d'une certaine quantité d'informations par unité de temps, euh, on en parle à travers visualisation quelque part, mais sous son aspect technologique. Mais disons, l'interface big data cognitif me semble un domaine qui est un tout petit peu sous. C'est plus un étonnement. Vous allez répondre sur ce point. Et puis par ailleurs, il y a la question, c'est sur une espèce de suspicion potentielle big data qui est autour du fait. Si je prends un domaine comme la finance, par exemple, les investissements, où est-ce qu'il faut aller placer son argent ou des choses comme ça, où il y a énormément de données, et je présume que c'est un domaine prioritaire pour des tas de gens, etc. Aujourd'hui, les modèles n'existent pas, les solutions n'existent pas. On parle du fractal, les techniques classiques statistiques n'ont pas fait leurs preuves réellement, puisqu'il n'y a pas de gens qui ont trouvé la solution qui tue. Donc au fond, ça pose un point d'interrogation, même au niveau des analytics sophistiqués, puisque dans le domaine de l'investissement ou du financier, il n'y a pas eu de découvertes récentes qui ont trouvé des solutions plus marquantes que d'autres. Voilà, donc c'est une question. Okay. Je vais juste répondre malgré tout sur l'aspect cognitif, puisque quand on prend Watson, c'est en fait le début des ordinateurs cognitifs, puisque c'est une capacité, j'allais dire, de comprendre le langage humain, d'interpréter, j'allais dire, ce que le langage humain est en train de dire et d'apporter des réponses à ces questions. Alors, ce n'est pas cognitif au sens, j'allais dire, humain ou au sens où on peut l'entendre, mais c'est un début et je pense que ça préfigure, entre guillemets, j'allais dire, l'ère cognitive que l'on va voir arriver dans les ordinateurs dans pas très, très longtemps. Juste une chose pour Watson, c'est américain, parce qu'en France, à l'heure actuelle, c'est sans autorisation de la CNIL, c'est impossible ce système-là. On est dans des données sensibles, avec, si vous voulez, des éléments, donc il y aurait aussi des mesures de sécurité, les failles de sécurité, on n'en a pas parlé. Donc Watson, c'est un super projet, mais en France, ça poserait de véritables difficultés. Ça posera sans doute un problème à un moment ou à un autre, alors je ne sais pas comment ce sera traité, puisque le principe, malgré tout, c'est que ce type d'ordinateur sera mis dans un cloud. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas tant de brouillard, mais ça sera mis dans un cloud et ça permettra, j'allais dire aux oncologues du monde entier d'accéder, bien évidemment, à ce qu'il peut y avoir comme information. Donc, ça sera quelque chose qui va arriver, quoi. En réalité, l'humain est vraiment au centre de tout ça, différemment du passé, parce qu'il y a tout un aspect d'interprétation, de communication, de partie intelligible de la chose qui devient de plus en plus important par rapport au passé, et donc du coup de façon assez automatique, mais automatique ça ne veut pas dire que ça va se faire, automatique, donc c'est très nécessaire, donc l'humain est là, mais le fait de sortir comme je disais à un certain moment, le fait de sortir de la zone de confort, ça implique qu'on sort de la zone de confort, donc on a besoin de techniques, on a besoin de technologie, on a besoin du cadre légal. On n'a même pas mentionné à un certain moment le cadre éthique, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la loi, en respectant la loi, en respectant les règles, mais qui posent quand même des questions au niveau éthique. Donc on est dans les règles de la loi, mais on n'est pas forcément dans les règles éthiques. Et donc voilà, tout ça implique qu'il y a un changement, quand je disais, il y a un changement, l'innovation organisationnelle et culturelle, c'est parce que on doit réfléchir à autre chose, tout en considérant le cadre qui existe aujourd'hui. Vous voyez? Donc, nous sommes qu'au début, parce que nous ne sommes pas au début de la disponibilité des données, dans le sens où les choses sont là, mais nous sommes vraiment au début au niveau de l'utilisation de ces données. Quand je dis utilisation, pas seulement utilisation technique, de comment les choses sont utilisées, avec quel objectif, avec quelle fin et avec quelles conséquences. Les conséquences ne sont pas encore, sont pas du tout, je dirais, maîtrisées. Donc voilà, malheureusement, je ne vous donne pas une réponse finale. Aujourd'hui, je crois qu'on a surtout posé des problèmes. On n'est pas encore à la synthèse, mais on a surtout posé un certain nombre de problèmes avec des solutions technologiques, techniques, des propositions, des bonnes questions, un début de solution aussi légale et tout ça, mais surtout on a posé, je ne dirais pas le problème, désolé, mais plutôt une problématique. Et parce que dans le changement de paradigme, ça implique qu'on doit aussi apprendre à répondre à des questions différentes. Allez-y. Excusez-moi, en fait, ma question concerne beaucoup plus M. Haas et M. Avar. Tout à l'heure, dans la présentation de Big Data, Data Source Innovation, on a parlé de Digital Touch.
Hein, je veux savoir comment se fait la protection des données, parce que tout à l'heure, on a dit que les données, c'est une propriété privée. Comment ça se fait pour, je veux dire, un simple voyageur qui se présente et qui appuie sur un bouton à Digital Tat sans savoir qu'il a le droit, je veux dire, de protection de ses données. Et comment c'est fait de façon, au niveau sécuritaire et puis au niveau juridique et comment ça se passe. Merci, allez-y. À l'intérieur du mot sécurité, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une chaîne de confiance. Si à un moment donné, un élément de cette chaîne est brisé, la confiance disparaît et vous n'êtes plus en sécurité. Le but du jeu, dans le cas que vous décrivez, c'est vraiment quand même d'acheter son ticket. Donc on va faire confiance à l'opérateur de transport pour l'acheter. De toute façon, on ne pourra pas passer les portiques si on n'a pas de moyen de transport. Quelle que soit la méthode de saisie de l'information nécessaire à vous délivrer un titre de transport, que ce soit au guichet, que ce soit à la machine ou autre, en fait, cette diversité-là, elle est totalement ensuite masquée lorsque l'information rentre dans le système. C'est-à-dire que lorsque vous êtes porteur, par exemple, d'un ticket de métro, le ticket, c'est un des derniers moyens, d'ailleurs, d'être anonyme dans les transports. Ça va bientôt disparaître avec toute l'arrivée des systèmes sans contact, etc. Alors, il faut comprendre que ces technologies-là sont pensées en termes de sécurité, alors presque plus pour le transporteur que pour vous, au final. Mais les informations qui sont à l'intérieur ne permettent jamais de connaître la personne. On ne connaît que le système sans contact ou autre. Excusez-moi, enfin, il y a quelque chose qui m'a surpris ces derniers temps, c'est que quand vous prenez les tramways, je pense même à la Défense, vous rentrez, vous voyez déjà la RATP, vous dit voilà, vous êtes obligé de valider votre carte Navigo, sinon vous payez, vous êtes taxé de 5 €, en gros. Et là, c'est quand même surprenant parce que obliger des gens à mettre, disons quoi, la carte Navigo pour la valider, tout en sachant bien que la personne dispose d'une carte qui est valable, et en lui exiger encore de valider, sinon il est taxé. Alors donc c'est là où je ne comprends pas. Alors, juste pour la distinction dans le transport, il y a vous avez les, je crois que j'avais ça. Enfin, vous avez les données qui sont nominatives avec votre titre de transport, avec votre nom. Et là, dans ce cas-là, vous avez un contrat. Et quand vous lisez les conditions qui sont derrière, vous avez toute une série, toutes petites, mais elles y sont. Et notamment, on vous dit que c'est dans le cadre du traitement des informations, etc. Et donc tout ça a été, vous avez passé un contrat entre vous et la société. Ce qui pourrait être intéressant, et vous le dites bien, c'est que normalement, en matière de données à caractère personnel, il faut que la personne il faut que celui qui a les traitements apporte la preuve qu'il a reçu le consentement. Et la jurisprudence dit, on ne peut pas se contenter simplement d'un document non signé. Donc ça pourrait être très intéressant, si vous n'êtes pas content, maintenant il va y avoir des class options, de pouvoir peut-être vous lancer là-dedans. Ça, c'est le premier point. Sinon, dans les autres cas, lorsque vous êtes anonyme, alors c'est à des fins statistiques. Et là, si vous voulez, il y a des déclarations qui ont été faites et qui permettent à toute société de pouvoir procéder pour l'amélioration des services à des fins statistiques. Donc vous voyez, vous avez les points. Enfin, avec la carte Navigo, parce que c'est aussi particulier, il faut savoir qu'il y a eu une autorisation qui a été donnée à la RATP, qui est passée, si vous voulez, par la CNIL, et donc c'est légal. Et donc effectivement, vous êtes tracé à des fins, alors c'est simplement pour vous permettre de circuler le mieux possible, sans incident, etc. Et effectivement, vous pourriez peut-être contester une amende, si jamais on ne vous avait pas prévu, que vous auriez une amende, une pénalité là-dessus, et vous pourriez dire qu'elle est excessive et demander à ce qu'un juge la minore. Voilà. 2 €. Voilà. Juste un point important pour le big data. Il y a eu une décision qui a été rendue la semaine dernière, mais qui est très importante. Un pharmacien avait toute une série de données qui étaient stockées, et puis il est avisé qu'il va avoir un contrôle fiscal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il purge toute sa base de données. Et quand l'inspecteur du fisc arrive, ils saisissent, en fait, là aussi, c'est un point important, tous les serveurs. Alors, avec le big data, ça peut être très intéressant dans les serveurs. Et en fait, ils vont trouver... Et là, ils regardent ce qu'il y a à l'intérieur et ils trouvent qu'il n'y a plus rien. Et alors, le fisc dit, vous avez fait une fraude fiscale. Ça va aller jusque devant le Conseil d'État et qui va considérer qu'effectivement,
le fait de purger un système informatique quand on vous a prévenu que vous alliez avoir un contrôle, eh bien c'est une fraude. Ça veut dire que toutes les entreprises, y compris en matière de big data, vous devez être extrêmement vigilantes et vous devez le faire avant et pas au dernier moment. Voilà. Bon conseil. Ah, bon entendeur. Le cloud à Singapour. Ça aussi, le cloud, ça pose un vrai souci. Le cloud, il n'y a plus de loi. La différence avec le cloud et le big data, j'ai essayé de comprendre ce phénomène. Pourquoi, par exemple, iTunes, vous proposez tout dans le cloud, mais c'est super intéressant pour eux, parce que vous n'êtes plus sur la loi française, c'est dans les nuages. Et là, il suffit de dire, moi je suis aux États-Unis, c'est la loi californienne qui s'applique. Et dans le cloud, c'est ça aussi un vrai souci de savoir quelle est la loi qui s'applique. On a eu donc les contrats, je reviens sur ça. La loi des parties, c'est les contrats. Soyez extrêmement vigilants sur vos contrats. Tout est possible. Vous pouvez tout accepter, mais faites-le dans votre intérêt. Voilà. Alors, merci pour vos interventions. Là, on a 2 représentants donc, de grands groupes qui font des choses brillantes dans le big data. Moi, je voulais savoir, donc, bien que vous ayez une multitude de ressources en interne, est-ce que vous allez chercher de l'innovation, ça je m'en doute que oui, à l'extérieur de l'entreprise, et quels sont les espaces qui restent justement pour des petites sociétés innovantes, des startups ou des data scientists indépendants pour entreprendre et apporter de l'innovation et fournir de l'innovation collaborative avec vous en fait. Voilà. Alors, merci de me donner l'opportunité. Dans le cadre de la présentation actuelle, c'était très difficile de parler de tout ce qui se passe autour. Là, c'est un petit peu centré sur prospective, recherche. Il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que dans le domaine de la sécurité, puisque c'est un élément central pour nous, il y a 3 semaines, on a organisé à l'initiative de la DGCIS, en particulier ce qu'on appelle le Security Day pour les SME, Small Medium Enterprise, où en fait on entretient ce tissu en permanence parce que on ne peut pas être au courant de tout ce qui se fait. On est absolument incapable de gérer la diversité et toutes les pistes exploratoires, mais on en a besoin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à cette journée, par exemple, il y avait presque une centaine de sociétés, à très forte majorité françaises, qui s'étaient présentées. Et on leur a donné l'opportunité déjà de se connaître entre elles, de constituer un réseau, de venir nous expliquer leurs valeurs par rapport à l'entreprise telle que l'on est. Et il faut bien comprendre que derrière la grande majorité, alors que ce soit du matériel ou des logiciels, il y a toujours quelque part une collaboration avec des entreprises innovantes. C'est vraiment dans les gènes de la façon de faire de la recherche à Thales. Et tu voulais ajouter quelque chose ? Juste rajouter qu'effectivement, j'ai été un petit peu à l'origine de cette journée. Je suis en fait directeur des achats de Thales Research, justement pour créer des partenariats stratégiques. Justement, je suis directeur des achats de Thales Research and Technology, et justement pour essayer de créer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs innovants, des startups, des PME. Et donc cette journée dont tu as parlé, Christophe, effectivement, était une journée qui a été étendue. Elle avait déjà eu lieu pour les entreprises françaises, les PME et les startups françaises, l'année dernière et cette année. L'année dernière, en 2012. Et ensuite, elle a été reprise en début 2013 maintenant, effectivement, pour étendre au niveau européen et pour chercher un petit peu les petites entreprises en Europe qui pourraient effectivement contribuer à l'innovation également avec nous. Donc on est vraiment très très impliqués dans ce genre de travail collaboratif. Bon, nous nous approchons à la fin de cette matinée, donc je voudrais remercier très sincèrement et très chaleureusement Xavier Pavie, ICIS, l'équipe, Luz pour le travail qu'ils ont fait dans l'organisation, les conférenciers, parce qu'on a appris un certain nombre de choses. On a appris qu'il y a des solutions qu'ils savent mettre en place, donc c'est bien. On a appris qu'il y a des questions de nature légale à considérer. Vous avez appris qu'il y a des questions techniques, qu'il y a des data scientists à recruter, n'est-ce pas? D'abord à former et ensuite à recruter. Et j'imagine que le message qui arrive est qu'il faut vraiment, pour les organisations, une innovation culturelle, organisationnelle qui est nécessaire. On ne sait pas encore bien comment,
mais à mon avis, on a détecté qu'il faut, on a compris les éléments au moins de cette innovation, mais le comment, voilà, nous appartient. Et bon, j'espère que vous avez bien aimé la matinée comme moi et nous l'avons aimé, et j'espère que vous rentrez chez vous avec des messages clairs, avec de la matière à réfléchir. Merci beaucoup à tous, à toutes. À bientôt. Merci beaucoup.